18h à Kinshasa, même heure au Gabon, heure à laquelle nous vous convions à suivre cette tranche Kinshasa direct. On va essayer dans cette tranche analyser avec Jean-Marie Kassamba la situation qui se passe au Gabon, la situation qui se passe au Niger, le contour de toute l'actualité africaine. Et comme deuxième invité, nous allons parler des situations, des nominations au sein de l'appareil judiciaire. Voilà ce qui fera la charpente de notre Kinshasa direct. De l'autre côté, nous avons Nathan Diamoté pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Nathan. Merci Jean-David Kilolo, bonsoir à tous. Place à l'actualité à présent. À la une de l'actualité ce soir, au moins 48 civils et un policier ont été tués mercredi à Goma dans l'opération militaire destinée à empêcher une manifestation contre l'ONU. C'est le nouveau bilan de ce jeudi d'après les sources locales et d'après un rapport de l'armée consulté par l'AFP. La société civile et l'opposition ont condamné cette répression sanglate et ont appelé à des sanctions contre les auteurs du carnage. Et puis reproché de plusieurs griefs par ses pairs, le président de la Commission des droits de l'homme, Paul Sapou, a été désavoué. Parmi les griefs selon la correspondance des conseillers de droit, il est retenu des menaces injures publiques à l'égard de ses pairs, la non-présentation des rapports financiers de l'institution d'appui à la démocratie. Les tentatives pour joindre les concernés ont été vaines. Et puis enfin, le général Brice Oligui Nguema prêtera serment en tant que président des transitions lundi 4 septembre devant la Cour constitutionnelle. Ont annoncé jeudi les putschistes. Le nouvel homme fort du Gabon qui a renversé Ali Bongo a également annoncé la mise en place progressive des institutions de la transition et promis que le pays respectera tous ses engagements extérieurs et intérieurs. Tous ces titres seront développés dans la grande édition des 19h. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Jean-David Kilolo et ses invités. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci à vous, Nathan Diamoté. Les rendez-vous est pris dans moins d'une heure avec Arlette Boutella. Nous allons recevoir notre premier invité, Jean-Marie Kassamba. C'est tout de suite. Télé50, la seule chaîne qui incarne la République démocratique du Congo. Télé50, simplement congolais. Le COS, comité de soutien au CNSP, félicite le peuple pour avoir répondu à son appel et démontrer aux yeux du monde entier que le Niger n'est pas attaquable par des forces obscures d'où qu'elles viennent. Le Niger, en 1958, n'avait jamais dit oui à la France, mais y a été contraint. Bien au contraire, notre nom a été modifié pour ouvrir la voie à l'exploitation honteuse de notre uranium qui donne à la France l'électricité et nous maintient dans l'obscurité. Une obscurité si profonde qui a maintenu le Niger au rang de dernière nation du monde dans l'indice de développement humain et provoqué une paupérisation sans précédent des populations depuis plus d'une dizaine d'années. À cette France prédatrice et sa nébuleuse néfaste interne, que l'heure n'est plus à une quelconque concession. D'ores et déjà, le peuple nigérien considère toute déclaration belliqueuse de la CEDEAO au sortir de leur réunion comme un dictat de la France et de la France-Afrique.
Après le Mali, Burkina Faso, Niger, cette fois-ci, c'est le Gabon. Jusqu'où irait ce fléau de coup d'État en Afrique? Jean-Marie Kassamba va essayer certainement de répondre à cette question. Bienvenue. Merci. Voilà, on croyait que c'était seulement au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Cette fois-ci, c'est au niveau de l'Afrique centrale, le coup d'État. Bon, je pense que pour mieux comprendre la situation qui prévaut en ce moment en Afrique, il faut faire un petit rappel. Durant la colonisation, il y avait comme une espèce de partage du continent. D'un côté, vous avez la Grande-Bretagne et la France, et accessoirement la Belgique, qui n'avait que le Congo d'alors. Lorsque les indépendances ont été provoquées par le leadership africain, il a été décidé de continuer à gérer le patrimoine africain, les richesses d'Afrique, via des hommes forts. C'est pour cela que les grandes figures qui étaient de panafricanistes, comme les Kwame Nkrumah, comme les Lumumba, comme les Modibo Keïta, comme Umnyobe au Cameroun, ont été éliminés par les mêmes puissances occidentales, la Grande-Bretagne, la France et la Belgique. Et ces hommes forts servaient les blocs. Il y avait soit le bloc occidental, parce qu'à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu deux blocs, les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, les capitalistes avaient l'Afrique dite francophone, et un peu aussi anglophone, un peu aussi l'Afrique de l'Ouest. Alors la France gardait la zone CFA, jusqu'ici à Brazzaville, sauf Brazzaville qui était quand même l'appendice du communiste. Enfin, le communisme avec Marie Ngouabi, etc. Et la Belgique continuait avec la République démocratique du Congo, enfin le Zaïre, le Mobutu. Et on avait installé comme ça des potentats, des chefs d'État, qui étaient un peu les hommes forts, qui faisaient tout et son contraire, et ils étaient parfois acceptés dans les palais là-bas, à l'Élysée, à Bruxelles, etc. Et ça a duré pendant, une trentaine d'années. Jusqu'en 1989, lorsque Mikhaïl Gorbatchev, instrumentalisé par l'Occident, liquide l'URSS, et on décide que c'était fini la guerre froide, qui est désormais à la Baule. François Mitterrand fait cette fameuse la conférence de la Baule où il dit aux potentats d'hier, bon, désormais vous allez faire la démocratie. Il y a eu maintenant la série des conférences nationales. Ça avait commencé au Bénin, jusque partout. On a pensé que c'était la démocratie. Et non, ça n'a pas été la démocratie. De 1990 à l'an 2000, il n'y a eu que de perturbations parce qu'on continuait toujours à assujettir l'Afrique via cette fois-ci un système ingénieux, Fonds monétaire international, Banque mondiale, les instituts de Bretton Woods, qui faisaient que les richesses du continent partaient à volo. Moi, j'ai fait mon 3e cycle sur la coopération multisectorielle entre l'Union européenne et l'Afrique des Grands Lacs, notamment notre pays. Et quand vous regardez les ACP, c'était les quotas, c'était la dépendance. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre l'éveil d'une certaine jeunesse africaine qui a accès à l'information en temps réel, c'est-à-dire l'Internet à double face. Hein, soit ça vous manipule, soit vous accédez aux informations assez rapidement, vous pouvez aussi prendre vos décisions. Et donc, ces militaires se comportent comme une espèce de prise en charge de la conscience collective. Beaucoup de misère, beaucoup de souffrances, des promesses fallacieuses. Et 30 ans après, est-ce que c'est une nouvelle révolution en marche? Parce qu'on a vu 1990, oui. Et c'est 30 ans après, on est en train de voir, c'est un peu du renouveau. En fait, c'est une révolution inéluctable. Aucun régime
en Afrique, surtout, c'est dirigé par des hommes dits forts, les gens qui régentent tout, qui veulent que tout le monde s'aligne, etc. Ils seront balayés. Regardez ce qui s'est passé au Sénégal avec Macky Sall, qui a voulu faire un 3e mandat au forceps. Ça n'a pas fonctionné, il a reculé, mais ce n'est pas encore terminé. Parce que ce qu'il dit Sonko au Sénégal, c'est les souffrances. Les jeunes Sénégalais souffrent, meurent dans la Méditerranée chaque jour. Alors qu'on dit que le Sénégal, c'est le modèle de démocratie, etc. C'est faux. Il y a beaucoup de misère au Sénégal. La Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Alassane Ouattara est venu au pouvoir grâce à un coup contre Ouattara, enfin contre Gbagbo, qui était élu, mais on a manipulé. C'était quoi, l'ancien président français Sarkozy. La même chose que le Cameroun, on peut descendre jusqu'en Afrique centrale ici. Et donc, cette révolution, ça a commencé d'abord au Mali. 10 ans de présence de Barkhane, ça n'a pas donné de test compté parce que ces groupes armés, etc., on sait parfois sont manipulés, créés de toutes pièces pour... on pensait à la partition du Mali entre le nord, Touareg, et le sud, etc. Tout ceci est terminé. C'est descendu au Burkina Faso où il y avait exactement la même chose. Au Niger maintenant, l'uranium nigérien, le pétrole, on ne dit pas assez, l'or du Niger part et il n'y a pas de solution au problème. On dit que c'est le pays le plus pauvre, c'est faux, ce n'est pas le pays le plus pauvre. Il y a énormément de richesses mais qui sont utilisées autrement. Aujourd'hui, c'est les Gabons. Pourquoi c'est les Gabons? C'est parce que il y a le pétrole au Gabon, il y a le bois, il y a le manganèse, il y a tout ça au Gabon, un pays de moins de 2 millions d'habitants, je dis bien moins de 2 millions d'habitants, c'est Kinshasa ici fois 10. Enfin, vous prenez Kinshasa, le Gabon, la population de Kinshasa entre 10 fois. Et il en reste encore un peu arabe. Est-ce qu'aujourd'hui... Mais les Gabonais ont subi 60 ans presque de la dictature du clan Bongo et l'argent partait. Moi, j'ai vécu ça, j'étais au Gabon. L'argent partait. Omar Bongo faisait et défaisait les régimes, notamment en France. Beaucoup d'hommes politiques français ont eu leur carrière grâce à Bongo. Et la France, dans tout ça, son économie risque de s'asphyxier. Pas risque. L'économie française est assise sur la zone CFA. C'est l'or qui est au niveau du trésor, c'est la monnaie, c'est les réserves d'échange, ce sont des marchés parfois qu'on obtient de manière exclusive. Tout ceci profite. Mais il faut féliciter les Français, c'est leur génie. La France ne produit pas grand-chose, mais la France vit avec sa géopolitique, avec son influence depuis le XVIIe siècle. Donc, si vous ne vous réveillez pas et que vous ne prenez pas vos responsabilités, et là je salue Macron, ce n'est pas les intérêts des Français qu'un président français va compromettre. Est-ce que les Français ne sont pas lassés un peu du clan Bongo? Ils ont voulu changer un peu. En fait, ils ne sont pas lassés du tout. Les Français étaient déjà en bisbille avec les Bongo depuis les années 90 déjà. Lorsque Omar Bongo commençait à être un peu trop direct avec... il était plus ami à Chirac, à Mitterrand. Il était de droite, hein, Omar Bongo. Et donc, les valises ne fonctionnaient plus. Bongo commençait à trop exiger aux Français et les Français commençaient aussi à prendre un peu du recul. C'est pour ça qu'on avait commencé à humilier la famille Bongo. Comme on humilie la famille Sassou, comme on humilie la famille Obiangema, comme on humilie la famille Paul Biya au Cameroun. Ça, c'est la zone d'influence francophone en Afrique centrale de la France. Est-ce que ce n'est pas la politique des Bongo de vouloir tourner vers le Commonwealth qui a fait à ce qu'aujourd'hui, que la France puisse tant soit peu le lâcher? Moi, je pense que Ali Bongo a voulu faire un peu le caprice d'enfant gâté. D'enfant gâté, pourquoi? Parce qu'il a vécu tout cela avec son père, il était le ministre de la Défense de son père, moi je l'ai connu, Ali Bongo, pendant longtemps. Donc, il a vécu tout ça. Et il pensait que sur un coup de baguette magique, il pouvait faire basculer les Gabons vers la Chine, vers le Commonwealth, comme il a parlé maladroitement en anglais d'ailleurs, pour peut-être penser que la Chine allait intervenir, c'est ce qui était quasiment trop tard. Non, le Gabon était encore sous la coupe de la France, le pétrole
gabonais est aujourd'hui sous contrôle de la France. Alors pourquoi deux poids, deux mesures? On a vu la réaction française au niveau du Niger, jusqu'à ce que la France a demandé à ce que la CEDEAO puisse intervenir, mais du côté des Gabon, aucune réaction française, en fait, une réaction musclée. Ce qui se passe au Gabon, c'est une fausse révolution, on va dire sous forme de coup d'État. C'est un peu une opération arrangée avec l'Élysée, avec les services de renseignement, avec les secrets, pour un peu anticiper ce qui allait se passer. Il y avait un deal entre Ondo, Jean Ping et Bongo lui-même avant les élections en France. Ce deal consistait à préparer une transition où Bongo allait se réserver, comme il était déjà quasi fatigué, malade, et on allait faire une transition avec peut-être celui qui allait gagner les élections, etc. Et Ondo était positionné par ça. Mais comme Ondo lui-même n'était pas très fiable, et il voyait la contradiction lorsque il était sur le terrain, eh ben, les Français ont dit, bon, d'une pierre deux coups, avant que ça soit incontrôlé, il faut qu'on puisse, en quelque sorte, anticiper. Parce qu'ils ont parlé des élections tronquées. Ces militaires, le patron de la garde républicaine, c'est un homme affable, hein, qui fréquente beaucoup les palais, les ambassades, etc. Donc c'est quelqu'un du milieu, qui a travaillé avec Bongo Père, qui a été ramené parce qu'il était parti comme ambassadeur. On l'a ramené quand l'autre a eu l'accident. Et ce qu'il vient de faire, c'est un petit arrangement, on va dire une petite révolution de palais, mais qui risque de s'écorcer, comme ça a été le cas au Burkina Faso. Parce qu'il y a eu aussi là-bas une révolution de palais quand il y a eu coup d'état militaire. On a renversé, Damiba a été mis en place comme, allez, on va dire coup d'état militaire, mais comme Damiba voulait faire la politique, on va dire, de la France, il a été renversé par Traoré, qui est maintenant là-bas. Et aujourd'hui, vous voyez, c'est que Traoré est en train de faire. Ils ont parlé des élections tronquées. Si c'était les élections tronquées, Ondo voulait assez qu'ils soient rétablis dans ses droits. La logique aurait voulu que l'armée fasse un coup d'État et rétablisse Ondo en tant que chef d'État élu. Ce n'est pas Ondo qui est en place. Ce n'est pas non plus Ali qui est en place. On a maîtrisé tout le monde. C'est un peu ce que Mobutu avait fait dans les années 60. Exactement, au mois de septembre, lorsqu'il a neutralisé et Kassavobu et Lumumba. Et on a mis en place ce fameux gouvernement des commissaires généraux. Et on a vu que 5 ans plus tard, c'est Mobutu qui... Voilà, on est en train de voir un peu de chamboulement. Au Rwanda, James Kabarebe a été mis à la retraite. Au niveau du Cameroun, il y a eu d'autres nominations au sein de l'appareil sécuritaire. Est-ce que tout ça, ce n'est pas la peur de ce qui se passe? Il y a comme un frémissement dans tous les palais, en tout cas en ce moment, sur le continent, surtout en Afrique francophone, en Afrique noire. Ça part de l'Afrique de l'Est jusqu'à l'Afrique de l'Ouest. Les régimes comme ceux de l'Ouganda, comme ceux du Rwanda, comme ceux de Guinée équatoriale, comme ceux du Cameroun, comme ceux... Tous ces gens, ils sont conscients aujourd'hui qu'il y a une dichotomie. Il y a comme un fossé entre la brillance, entre les tapis rouges, entre les anniversaires, entre les fêtes, et la vie au quotidien de peuple. Même au Rwanda dont on parle, vous sortez de Kigali, la banlieue de Kigali, et vous allez tomber sur les misères. Et quand vous voyez les fêtes des chefs d'État, allez au Gabon par exemple, moi j'ai vécu un peu tout ceci, ou au Cameroun, l'anniversaire de la cousine, de la tante, le mariage du cousin, etc. C'est du champagne à flot. L'un des premiers pays qui consomme du champagne, c'est le Cameroun. Et donc, ces militaires vivent au quotidien avec la population. Beaucoup vivent à la cité. Et ils viennent assister à ces cérémonies. Et quand ils rentrent à la cité, leur famille leur demande. Par exemple, il y a la rentrée scolaire, il y a des maladies, il y en a qui peuvent être évacués pour aller se faire soigner, il y en a qui ont des enfants qui sont aux études, etc. Des impayements. Parfois même l'État devient absent. Et c'est les terreaux sur lesquels surfent souvent les mécontentements des gens
pour occasionner tout ceci. Et la Russie n'est pas loin. Les gens qui disent que Wagner est toute puissante, non, Wagner ne surfe que sur, on va dire, les misères. Malgré la mort de leur leader. Des Prigogine. Prigogine. Non, ça, c'est un épiphénomène. Wagner, c'est une création de la Russie. De la Russie. De Poutine. Prigogine n'était Est-ce qu'on peut voir aussi la main russe que son... On peut voir la main russe derrière le coup d'État au Gabon. Est-ce que vous savez que Wagner ne travaille pas seulement sur les armes? Wagner, c'est la communication, pour ne pas dire la communication d'influence. C'est les business, mais aussi l'identification des personnes influentes, comme les Kémy Séba, comme tout ce que vous voyez sur les influenceurs, etc. Wagner travaille d'une manière alors subliminale. Et comme Wagner, qui est l'arme, on va dire, de Poutine, pour inverser les choses, il y a du côté économique, vous avez les BRICS, les côtés militaires purs, vous avez les troupes de Wagner, mais vous avez aussi ce qu'on appelle les trolls. Les trolls sont ces équipements d'influence à la fois électroniques, informatiques, qui jouent un rôle très important. Alors, vous savez que ce qu'a fait Poutine, Obama l'a fait. Dans les années 2000, ici, on a organisé aux États-Unis... Les jeunes, Philippe... oui, c'est ce qu'on appelle la jeunesse africaine. Hein, on a fait venir même de chez nous, ici, beaucoup de jeunes que je connais étaient partis aux États-Unis pour dire, faites ce qu'on appelle le printemps. Ça n'a pas pu fonctionner parce que les Américains ne mettent pas souvent de l'argent en jeu. Nos ONG ici, on leur donne quoi? 2 000 $, 3 000 $ pour faire des petites manifestations, au renforcement des capacités, des petits colloques et tout ça. Filimbi, Lucha, etc. n'ont pas eu suffisamment. On les a pressés à un moment donné, on les a jetés. Or, les Russes, qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez, sur Télé 50, il y a des images, des armes, des équipements qu'ils ont mis à la disposition du Mali. Mais eux, ils donnent de vrais équipements. Les Russes. Ah, ils ont de vrais équipements. Ils mettent à disposition de vraies troupes. Vous allez au Soudan aujourd'hui, il y a énormément de Wagner. Vous allez en Libye, il y a énormément de Wagner. Et ils sont déjà au Niger. On ne le dit pas assez. C'est pour ça que vous avez posé la question sur les 2 poids 2 mesures. Vous verrez, il n'y aura pas de condamnation effective au Gabon par rapport à ce qui s'est passé au Niger, à la différence qu'on a tué la CEDEAO complètement. Et l'Union africaine vient également de se discréditer parce qu'elle n'a plus de moyens d'imposer quoi que ce soit sur le plan africain par rapport à cette vague sous forme de tsunami qui se déverse en ce moment sur le continent. Merci beaucoup, Jean-Marie Kassamba, pour ces analyses si pertinentes. Je vous en prie. Voilà. Nous allons continuer. On va parler de nouvelles mises en place au sein de l'appareil sécuritaire et aussi surtout de l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo. D'aggraver les conflits. TD50, la seule chaîne qui incarne la République démocratique du Congo. TD50, simplement congolais. Il y a eu des révocations, des nominations, des promotions de certains magistrats au sein de l'appareil judiciaire en République démocratique du Congo. Nous recevons pour vous un analyste, un jeune leader, Enoch Sikissi. Bienvenue. Merci. Voilà, le chef de l'État s'était plaint un peu ce qui se passe au sein de l'appareil judiciaire. Est-ce que ces nouvelles mises en place inaugurent de belles aventures?
Alors oui, bien évidemment, après avoir fait un constat au sein de la magistrature en disant que l'appareil judiciaire ne fonctionnait pas correctement, derrière, il fallait quand même qu'il y ait une décision qui vient entériner cette analyse. Sinon, on serait resté sur des analyses sans qu'il y ait un changement. Donc à partir du moment où il y a une décision qui va dans ce sens, nous pensons que cela viendra renforcer justement l'appareil judiciaire. Oui, mais il y a un système, il faut changer des systèmes. Est-ce que vous ne voyez pas que si vous n'arrivez pas à changer des systèmes, mais vous changez des individus, ça risque de ne rien faire? Alors le problème, c'est que le système est installé par des individus. Donc si vous commencez déjà par bouger les individus, il peut y avoir, vous pouvez créer au sein de la magistrature un égrégore qui fera en sorte que toute l'équipe aura la même idée de ceux qui viennent d'arriver. Donc le système est installé par des individus. À partir du moment où vous changez les individus, vous pouvez à partir de ce moment-là changer tout le système. Et tout ça, c'est quoi? Qu'est-ce que vise le chef de l'État en changeant? Parce qu'on l'a attendu déjà dès les débuts de son mandat pour qu'il change, mais c'est à la fin de son mandat qu'il a changé. Alors nous disons qu'il n'est pas trop tard de prendre cette décision parce qu'il fallait d'abord prendre acte de ce qui se faisait au sein de la magistrature pour ne pas prendre non plus des décisions à la va-vite. C'est ainsi que le président de la République, après une analyse, a constaté qu'il y avait justement des choses qui se passaient qui n'étaient pas correctes, notamment des magistrats qui se permettaient de déserter, de ne pas venir au travail. À partir de ce moment-là, lorsque le chef d'État veut installer un état de droit, il ne peut pas le faire avec des absents. Donc c'est dans l'ordre des choses de prendre une telle décision, bien que tant vous dites tardive, mais nous pensons que c'est une décision qui arrive à point nommé. Voilà, vous parlez d'une décision qui arrive à point nommé. Outre au sein de la magistrature, il y a aussi au niveau même de la diplomatie, je viens de suivre, il y a des nouvelles nominations. Là, on a vu Émile Ngoï qui est allé remplacer Isabelle Tchombe au niveau de la France. Tout ça que vise un peu le chef de l'État dans tous ces remue-ménages. Alors, vous savez, souvent, pour nous qui sommes restés à un moment donné à l'extérieur du pays, on a toujours eu des problèmes au niveau des ambassades. Les gens se plaignaient que voilà, il y avait des circonstances qui faisaient que les Congolais, par exemple, de l'extérieur, n'étaient pas contents lorsqu'ils se rendaient dans les ambassades. C'est donc dans ce cadre-là que le président de la République prend des décisions et il envoie des personnes, selon lui, qui peuvent être à même de ramener des solutions pour faire en sorte que lorsque les Congolais se rendent dans les ambassades, qu'ils soient par exemple bien accueillis et que les choses se passent bien. Donc c'est une très bonne décision à notre avis et nous pensons que oui, Émile Ngoï, par exemple, Émile Ngoï, c'est sa première fois d'être nommé ambassadeur. On sait qu'il a été au niveau de l'OGFREM, il a été au sein de l'enseignement, mais la diplomatie, est-ce que c'est un choix qu'il faut pour certainement améliorer des choses dans ces secteurs? Bon, alors, Émile Ngoï, pour le nommer, il n'a pas été un gestionnaire catastrophique comme les autres. Donc nous pensons qu'à partir du moment où le président de la République lui fait confiance, certainement il a vu des aptitudes en lui ou des capacités qui peuvent faire en sorte qu'il sera la bonne personne ou la personne adéquate à ce poste-là d'ambassadeur au niveau de la France. Je pense que nous devons lui faire confiance et qu'il puisse faire son travail et à un moment nous allons en juger. Voilà, vous allez en juger. Vous savez, est-ce que toutes ces nouvelles mises en place, ce n'est pas pour de fins électoralistes? Non, ce n'est pas pour des fins électoralistes, parce que si vous pensez qu'il y a des fins électoralistes derrière, ça veut dire qu'à aucun moment le président de la République ne peut prendre des décisions. Le président de la République prend des décisions au moment où il pense qu'il y a quelque chose à faire, et à partir de ce moment-là, nous ne pensons pas qu'il y a des fins électoralistes derrière, parce que je ne vois pas en quoi nommer une personne ambassadeur peut vous emmener justement un enjeu électoral. Nommer une personne magistrate, vous ne voyez pas que ça risque aussi de jouer lorsqu'il s'agira de proclamer certains résultats? Mais il faut déjà dire que le président de la République ne nomme pas les magistrats sur un coup de bâton. Oui. Ils sont nommés, ils sont proposés, et c'est ensuite le président de la République qui prend la décision. Donc à partir du moment où les magistrats sont proposés par leur père, il en va du président de la République de les nommer. Il n'y a pas là, derrière, à avoir une intention à en tirer certains profits quelconques. Alors, processus électoral, puisqu'on parle, on en parle déjà, il y a certaines voix qui s'élèvent pour demander à ce qu'il y ait un dialogue pour aller aux élections. Bon, en ce qui concerne le processus électoral, à partir du moment où certains regroupements politiques ou certains partis politiques ont décidé de ne pas faire partie du processus, c'est de leur droit, mais maintenant derrière, essayer de faire en sorte qu'il y ait un dialogue pour pouvoir, une fois de plus,
bafouer le processus électoral pour qu'on aille encore dans un schéma que l'on connaît très bien dans ce pays, transition, glissement. Je pense qu'à partir de ce moment-là, ce n'est pas très sérieux, disons, et je pense que nous devons continuer dans ce processus électoral parce que finalement, il y a une volonté de la part du président de la République d'aller aux élections. Avant, on n'avait pas cette volonté-là de faire les élections à temps, mais aujourd'hui, nous avons un président en place qui veut aller aux élections et nous constatons, nous, derrière, qu'il y a certains regroupements politiques qui ne veulent pas y aller, faute de préparation. Qui ne veulent pas y aller parce que ces regroupements politiques ont posé leur préalable. Ils demandent assez que ça soit respecté. Si ce n'est pas respecté, comment vous voulez qu'ils aillent aux élections? C'est très bien, mais les préalables doivent être des préalables qui sont concordants au niveau du processus électoral. Lorsque vous posez des préalables qui ne sont là que pour pouvoir bloquer le processus, vous savez très bien qu'à partir de ce moment-là, vos préalables qui sont posés ne sont pas sérieuses. Donc, nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait des blocages. Est-ce que c'est bloqué ou bien ils veulent l'amélioration du processus? Ce que vous dites amélioration, de notre côté, nous appelons ça un blocage. Parce que le processus électoral, jusqu'à présent, se déroule plutôt bien. Il y a eu quelques soucis au début avec les problèmes des cartes d'électeurs. Les gens disaient que voilà, il y avait des petits soucis. Mais en dehors de ça, les listes sont affichées. Il y a beaucoup d'efforts qui sont consentis pour que nous puissions avoir des élections à temps. Donc nous devons saluer cela et continuer dans ce processus. Et l'Église catholique demande qu'il y ait l'audit, un deuxième audit qui sera piloté par l'Église catholique. Alors ça, c'est une décision qui reviendra au moment opportun à la CENI de voir s'ils peuvent accepter un audit ou non. L'Église catholique est dans son rôle de pouvoir faire en sorte qu'il y ait un processus qui soit inclusif et garanti. Il n'y a pas de commentaire là-dessus. Déjà demain, ça sera la convocation de l'électorat pour la présidentielle. Oui. Katumbi partant, Matata partant. C'est une bonne santé de la démocratie alors que Joseph Kabila est hors course et le FCC. Alors, à partir du moment où vous remplissez les conditions pour être candidat, tout Congolais a la possibilité de se présenter. C'est déjà une bonne chose. Que monsieur vous craignez trop, l'Union sacrée craignait un peu trop Katumbi. Alors, il voulait à tout prix l'écarter avec la loi sur la congolité, mais comme si ça n'a pas tenu. Non, il n'y a pas de volonté d'écarter, parce que la loi n'a pas été là pour viser un seul individu. Vous savez, la loi dispose de manière générale. Donc, on ne peut pas vouloir écarter un seul individu et faire en sorte qu'il ne puisse pas participer. À partir du moment où il veut se présenter, nous pensons que c'est une très bonne chose et qu'il soit partant pour que nous puissions voir et que nous allions ensemble avec lui aux élections. Vous, tout à l'heure, vous venez de parler, vous avez eu à passer beaucoup de temps en dehors du pays. Est-ce que vous avez gardé la nationalité congolaise? Ou bien vous n'avez pas eu le temps de pouvoir changer? Ou d'opter une autre nationalité? Je pense que moi, j'ai eu à garder la nationalité congolaise. Maintenant, c'est ma décision. Et vous avez eu à garder la nationalité congolaise en optant une autre? Non, je n'ai pas opté d'autre nationalité. Je suis congolais. Maintenant, de père et de mère. Exactement. Maintenant, je ne suis pas là pour stigmatiser d'autres Congolais qui ont pris la décision de prendre une autre nationalité. Ils l'ont fait par souci peut-être administratif ou par attachement de pays d'accueil dans lesquels ils sont situés. Ou les autres, par exemple, qui sont nés de pères congolais ou de mères étrangères. Bon, au moment opportun, nous allons parler de cette loi et voir ce qu'il en est. Vous savez, chaque pays a la possibilité de pouvoir mettre en place des lois qui protègent certaines fonctions. Mais maintenant, il ne faut pas que ces lois derrière viennent discriminer une partie des Congolais. Et vous venez de la France ou de la Belgique? Moi, je viens de la France. De la France. Exactement. Et comment vous avez jugé la loi sur la congolité? En ce qui concerne la loi sur la congolité, il y a eu, à un moment donné, le député Ntingui qui a eu en parler. Votre appréciation, vous? Mon appréciation, c'est que maintenant, je n'ai pas encore eu accès total à la loi pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Au moment opportun, nous allons voir. Mais par contre, il y a beaucoup de pays qui choisissent de protéger les autres fonctions. Et si c'est dans le cadre de protéger les autres fonctions, nous serons d'accord avec ça. Mais il ne faut pas qu'il y ait une sorte de discrimination qui se cache derrière cette loi. Voilà, merci beaucoup. Donc, Sikissi. Voilà, Sikissi. Vous êtes ici à Kinshasa. Ça se passe bien. Ça fait combien de temps que vous avez quitté Kinshasa? Depuis que je suis parti, ça fait un moment, mais je suis de la diaspora et en même temps de Kinshasa parce que je passe majoritairement le temps ici à Kinshasa. Donc, je ne me sens pas comme un étranger. Un étranger. Oui. Et à Kinshasa, vous êtes habitué pour les maillots ou autre chose aussi? Après, vous savez, Kinshasa,
Il y a une partie festive, bien évidemment, mais nous ne sommes pas là que pour venir faire la fête et autres, donc nous ne sommes pas totalement en vacances. Vous, de la diaspora, vous êtes trop glouton, vous voulez tout avoir. Et que là, en France, peut-être vous ne faisiez absolument rien du tout, vous avez voulu vous enrichir ici au Congo. Alors ça, c'est une question qui est à chaque fois posée. C'est une question qui est posée pour pouvoir faire en sorte de discriminer ceux qui viennent de l'extérieur. Je pense que tous, nous sommes Congolais. À partir du moment où vous êtes de l'extérieur, que vous avez une envie ou vous sentez en vous que vous devez revenir au pays, il ne peut pas y avoir de stigmatisation. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il doit y avoir une symbiose qui se met en place entre les Congolais de l'intérieur et les Congolais de l'extérieur, parce que ce n'est que comme ça que nous pouvons arriver à faire corps et à avancer. Nous ne pouvons pas dire que ceux qui sont ici connaissent mieux la situation du pays que ceux qui sont partis à l'extérieur. Ce serait discriminer nous qui venons peut-être de la diaspora. Voilà, merci. Merci à vous, Enoch. Cette fois-ci, on va parler de la corruption en République démocratique du Congo. Merveille Baelingue, tout de suite. Selon un rapport qui a été publié, la République démocratique du Congo fait partie des pays les plus corrompus du monde. Nous allons essayer d'en parler avec Merveille Baelingue. Bienvenue. Merci Jean-David Kilolo. La corruption se porterait bien en République démocratique du Congo. Oui, tout à fait. Vous avez parlé des pays les plus corrompus. Moi, j'aimerais d'ailleurs préciser le premier pays les plus corrompus. Ça, c'est selon Global Index. C'est un rapport qui... Est-ce que c'est un rapport fiable? En effet, si vous allez sur les sites des Global Index, ou vous allez sur la page Twitter des Global Index, vous allez voir que c'est, en tout cas, c'est fiable. Et au-delà de ça, s'il faut faire un constat ici sur le terrain, vous n'avez qu'à aller dans les cours et tribunaux, vous n'avez qu'à prendre les tronçons de Kinshasa pour comprendre que la corruption en République démocratique du Congo se porte bien. Vous n'avez qu'à interroger les fonctionnements du système politique de la République démocratique du Congo pour justement confirmer que la corruption en République démocratique du Congo se porte bien. Donc c'est très important. Alors, mais c'est sur base de quoi que ce rapport s'est beaucoup plus basé, parce qu'on a vu, il y a l'IGF, il y a la PLS, la PLC, voilà. Il y a beaucoup de structures qui ont été créées au niveau de la présidence, presque partout, dans le but de pouvoir lutter contre ce fléau. Non, mais justement, c'est ça les problèmes. En fait, d'abord, il faut retenir que ces différentes structures, organisations, publient les rapports régulièrement, c'est-à-dire chaque année, ils publient les rapports. La question qu'on devrait se poser, la bonne d'ailleurs que vous venez de poser,
En République démocratique du Congo, nous avons en tout cas des structures qui sont là pour lutter contre la corruption. Pourquoi la République démocratique du Congo doit se retrouver aujourd'hui en première position? Parce que selon le rapport que j'ai lu, la République démocratique du Congo prend la tête. Est-ce que ce n'est pas trop sévère, ça, non, avec la RDC? Écoutez, ce n'est pas trop sévère. Je vous ai donné un exemple ici. Vous n'avez qu'à aller aux cours et tribunaux. Là, au niveau de la justice aujourd'hui, vous pouvez avoir raison. Mais si vous n'avez pas l'argent, j'ai bien dit, si vous n'avez pas l'argent, eh bien, vous allez perdre le procès. Ce n'est pas pour rien qu'on a révoqué les magistrats. Je vous ai vu tout à l'heure en parler. Nous avons tous suivi la télévision nationale. Le chef de l'État lui-même a révoqué les magistrats. Ce n'est pas pour rien. Il en est conscient. Lorsqu'il a fait son discours tout récemment, il a reconnu qu'au niveau de la justice en République démocratique du Congo, nous avons un sérieux problème. Et concernant la corruption, en fait, la corruption se passe à deux niveaux en République démocratique du Congo. Vous avez d'abord, par exemple, je donne une précision, la population qui va vers, par exemple, les responsables des structures étatiques ou des cours et tribunaux. Vous allez, par exemple, au niveau du parquet, on le voit souvent régulièrement. Vous portez plainte, vous avez un dossier au niveau de la justice, vous allez avec l'argent pour corrompre. Ça se fait régulièrement et nous voyons des innocents être condamnés. Mais de l'autre côté, ici, il y a une autre forme de corruption. Je ne sais pas quel concept je dois attribuer à cette forme de corruption, où vous avez les magistrats, vous avez les juges qui viennent eux-mêmes proposer, j'ai bien dit proposer, à la population, aux plaignants, de donner l'argent pour avoir une décision en fait de justice. Ça s'est fait, moi j'en connais beaucoup dans ma carrière de journaliste et j'ai eu à rencontrer beaucoup de personnes qui sont venues se plaindre. Monsieur le journaliste, c'est parce que je n'ai pas d'argent. Voilà pourquoi on m'a par exemple ravi ma parcelle à moi. Parce que je n'ai pas d'argent, voilà pourquoi j'ai perdu ma voiture. Et donc, je pense qu'en République démocratique du Congo, sous le régime Tshisekedi, où ils ont fait des concepts état des droits, leur leitmotiv, je pense qu'on devrait avoir honte de voir notre pays, la République démocratique du Congo, être classé premier au classement mondial. Et là où je dois condamner, c'est de constater que notre justice à nous se focalise beaucoup plus sur les acteurs politiques qui ont géré sous Joseph Kabila, alors que sous les régimes Tshisekedi, par exemple, vous avez des personnalités politiques qui sont accusées, qui sont convoqués, qui, par exemple, après le rapport de l'IGF, sont convoqués par la justice, mais après... Il n'y a aucune suite. Il n'y a aucune suite, soit ils vont corrompre, parce qu'ici nous parlons de la corruption, il faut toujours, en fait, ressortir... Malgré la présence de l'IGF, la corruption continue toujours à battre son plein. Moi, aujourd'hui, je peux vous dire que l'IGF, en réalité, ne fait pas convenablement son travail. Convenablement, mais on voit beaucoup, on a intercepté plusieurs véhicules détournés. Intercepté où? Plusieurs véhicules au niveau de Loufou. Écoutez, au niveau de Loufou, et ces véhicules seront envoyés ici à Kinshasa. Il y a la patrouille financière qui produit ses effets dans les entreprises publiques. Et vous sentez qu'il y a un travail des fonds le travail est sélectif. Sélectif. C'est sélectif. On le fait lorsque vous n'êtes plus en odeur de sainteté. Avec le régime en place, on vous traque. Lorsque vous, en fait, respectez les injonctions du guide suprême, on ne parle pas de vous. Vous pouvez voler, détourner l'argent du pays, on ne parle pas de vous. Jean-David Kidjo... Donc tout ça parce qu'il y a la patrouille financière a priori. C'est-à-dire qu'avant que vous ne détourniez,
il y a déjà les agents de l'IGF qui sont là Kilolo. Pour vous contrer à ne pas Jean-David détourner. Kilolo, je vais vous poser une question. Est-ce que dans le dossier RAM, la RDC doit vraiment terminer ce mandat sans avoir un procès? Parce que ce qui est évident, ce qui est vrai, est qu'on nous a volé notre argent. Moi, on m'a coupé plus d'une fois mes unités. Vous aussi. Tous les Congolais, on a même vu le ministre des PTNTIC à l'Assemblée nationale. Ils ont été convoqués. Ce dossier est passé comme ça, on n'en parle pas. Où est passé l'IGF? Est-ce qu'avez-vous vu l'IGF établir un rapport à ce sujet-là? Parce qu'effectivement, il y a des pots de vin qui circulent. Là, nous revenons toujours à la corruption. Savez-vous qu'il y a des pots de vin qui circulent? Presque à tous les niveaux. Je ne vais pas préciser parce que nous n'en avons pas vraiment des preuves comme ça concrètes. Mais nous les savons bien qu'il y a des pots de vin qui circulent à tous les niveaux. Mais lorsque ça concerne les anciens collaborateurs, les collaborateurs de Joseph Kabila, par exemple, je donne un exemple simple, ils sont traqués. Lorsque ça concerne Matata, on va même jusqu'à violer la Constitution, où il est dit que lorsque la Cour constitutionnelle se prononce, on ne peut pas y revenir. On ne peut pas y revenir. Mais on va chercher à vous donner des explications qui ne tiennent pas la route. Tout ça, c'est la tête de Matata qui dérange. La tête de Matata qui dérange. Je vous dis, je vous garantis qu'en République démocratique du Congo, aujourd'hui, la corruption se porte bien, comme vous l'avez dit. J'ai bien aimé ce concept-là. Parce que je voulais démontrer ici, il n'y a pas que les dossiers RAM. On a parlé ici de Tchilé Gelou. L'argent a été détourné. Combien de fois les conseillers du chef de l'État ont détourné l'argent dans ce pays? Sans être poursuivis. Sans être poursuivis. On connaît même des gens qui ont pris l'argent comme ça, qui ont fait des déclarations, en tout cas en privé, mais comme par hasard, ces déclarations-là ont été rendues publiques. Ils ont été convoqués. Après, ils ont été acquittés. Nous connaissons déjà des gens ici qui ont détourné l'argent des Covid, envoyé à Makala, et après, libérés. Je ne vais pas citer des noms ici. Nous en savons beaucoup. Si vous allez interroger les gens qui connaissent ce dossier de près, ils vous diront qu'il y a eu des pots de vin, il y a eu des injonctions, beaucoup de choses. C'est pour dire que la République démocratique du Congo mérite cette place-là. Mais nous devons faire en sorte que dans les jours à venir, que le Congo, que la République démocratique du Congo quitte cette zone-là. Parce que je vois mal la RDC être devant le Cameroun. Un pays comme le Cameroun. Parce qu'on a vu au Cameroun l'opération Épervier qui a été lancée. On croyait que ça allait certainement apporter quelque chose de nouveau, mais fort malheureusement, il y a encore des corrompus, des corrupteurs au Cameroun. Mais écoutez, moi j'ai vu les rapports. C'est comme si, c'est que s'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour limiter la corruption, c'est faire appel à la corruption. Écoutez, je vous dis que c'est un système qui est installé. Un système qui est très très bien installé. Malheureusement, sous Joseph Kabila, la RDC n'occupait pas la première place. Sous Joseph Kabila? Sous Joseph Kabila, la RDC n'occupait pas la première place. Mais aujourd'hui, sous Félix Tshisekedi, la RDC occupe la première place. Mais vous allez voir les communicateurs de l'Union sacrée, les proches du chef de l'État, envahir les médias pour vous dire que sous le régime Tshisekedi, en tout cas, le pays s'est porté bien, que l'IGF fait convenablement son travail. Les voleurs sont traqués et envoyés à Makala. On se focalise, on fait une fixation sur Matata Pogno. On fait une fixation sur Jean-Marc Kabound qui, en fait, dénonce qu'il y a l'argent qui quitte les pays pour aller dans les paradis fiscaux. Au lieu qu'on cherche à savoir qui sort l'argent pour envoyer dans les paradis fiscaux, on arrête plutôt celui
c'est lui qui dénonce. Vous imaginez? C'est trop dangereux ça. On arrête, c'est lui qui dénonce. Et depuis qu'il est en prison, jusqu'à aujourd'hui, ça a d'abord pris du temps pour que l'affaire soit fixée. L'affaire est fixée. Il y a eu ce procès. Et pour le prononcer jusqu'à aujourd'hui, nous attendons. Et ça risque de prendre encore du temps. Donc, ce sont des pratiques à condamner. Et je pense aujourd'hui que l'on doit revoir. J'ai bien dit revoir. Mais malheureusement, je crains que ça ne soit pas possible parce qu'aujourd'hui, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est à la fin de son mandat. Il a eu 5 ans, il n'a pas réussi à remettre les pays dans les rails. Donc, merci beaucoup, Merveille. C'est quelque chose qu'il faut revoir. Merci beaucoup, Merveille. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux à nous suivre et vous avez raison. Restez branchés sous Télé 50 tout à l'heure. La grande édition d'Arlette Boutella. Il sera 19h au Gabon, même heure à Kinshasa. 1 heure de plus au niveau du Katanga. Là, il sera 20h. Portez-vous très bien. À très bientôt.